Voilà, deuxième partie de notre émission Territoire d'info avec la presse quotidienne régionale, les télévisions locales du réseau VIA, mais également les télévisions locales indépendantes qui sont nos partenaires et qui co-intervieweront tout à l'heure avec nous notre invité politique ce matin, Emmanuelle Wargon, secrétaire d'État à la transition écologique. Merci d'être avec nous ce matin. Bonjour Marcelo Westfred du Figaro Politique Sénat et bonjour Christelle Bertrand du groupe La Dépêche du Midi. Vous allez interviewer avec nous ce matin donc Emmanuelle Wargon. Marre tout de suite avec l'actualité, si vous le voulez bien, avec ce déploiement ce week-end des militaires de l'opération Sentinelle pour les manifestations des Gilets jaunes. Passe d'armes hier soir à la télévision entre Jean-Luc Mélenchon et François Bayrou sur le sujet. Et Olivier Faure a parlé d'un symbole épouvantable. Est-ce qu'il a raison ? Je crois que la question, c'est pas du tout le symbole. Je crois que la question qui est posée par les Français, c'est comment on fait pour qu'on n'ait pas, samedi après samedi, de la violence. Samedi dernier, cette violence était insupportable et comment on répond à cette question. Donc on répond avec une stratégie de maintien de l'ordre qui est revue avec un nouveau préfet de police, qui va aussi appliquer la stratégie qui avait été décidée en décembre et puis qui finalement s'est pas totalement mise en place. Si on a besoin d'un apport de sentinelles pour sécuriser des points fixes comme ils savent le faire, on le fait. La question n'est pas de mettre des militaires de sentinelles en position de maintien de l'ordre, ça n'est pas leur métier, ils ne sont pas formés pour ça, mais éventuellement dans l'apport d'un dispositif complet qui permet de libérer des forces pour faire ce maintien de l'ordre. Très concrètement, si des gilets jaunes attaquent un bâtiment gardé par des militaires, que se passe-t-il? Est-ce qu'ils vont tirer sur les manifestants? Non, je ne crois pas que les militaires vont tirer sur les manifestants et je pense qu'il faut qu'on soit vraiment attentif à ne pas agiter des peurs ou des cas extrêmes. On n'en est pas du tout là. Les militaires de Sentinelle, s'ils sont mobilisés, le seront dans un dispositif global, j'imagine avec systématiquement des forces de police, mais je vous avoue que ça n'est pas mon métier, le maintien de l'ordre, et que je vais laisser répondre les praticiens sur ce sujet. Christelle Une question Bertrand se pose quand même aujourd'hui. Plusieurs annonces ont été faites cette semaine, l'utilisation éventuellement de drones, l'arrivée de l'armée pour sécuriser des bâtiments. Pourquoi est-ce que tout ça n'a pas été fait plus tôt? Ça fait 4 mois que les centres-villes, tous les samedis, sont bloqués par les manifestations, abîmés par un certain nombre de violences. Pourquoi ne pas avoir fait ça plus tôt? Alors, les samedis précédents, samedi dernier, les manifestations s'étaient calmées, le nombre de manifestants avait diminué. Des samedis très violents durant le mois de janvier. Il y a eu des samedis violents, mais janvier, février, début mars, on était plutôt dans une tendance de diminution à la fois du nombre de manifestants et de violence. Samedi dernier a vu une recrudescence très très forte à Paris. Et le gouvernement a admis que le dispositif n'avait pas fonctionné et qu'il fallait faire différemment et mieux. C'est aussi pour ça qu'on a pris des décisions fortes. Il a fallu 4 mois pour faire cet état des lieux, pour admettre que le dispositif n'avait pas fonctionné. Toute la difficulté, c'est d'arriver à mettre en place ce maintien de l'ordre avec le moins de violence et d'accidents possibles. Ce sont des manifestants très violents vis-à-vis des forces de l'ordre. Et la réplique des forces de l'ordre doit être proportionnée. C'est aussi tout le débat qu'il y a eu lieu sur les lanceurs de balles de défense. Donc le point d'équilibre qui permet de maintenir l'ordre, d'arrêter les casseurs, sans violence, sans accident, sans qu'on arrive à l'irréparable, il n'est pas facile à trouver. Mais je crois que maintenant, on se redote des moyens nécessaires. Puis la loi anti-casseurs va arriver et nous permettra aussi de prévenir en amont la participation des personnes les plus violentes à ces manifestations. Est-ce que politiquement, c'est pas quand même le retour à la case départ? C'est-à-dire, on revient aux violences du 1er décembre. Vous êtes co-animatrice du grand débat. Est-ce qu'il a servi finalement à quelque chose? Alors d'abord, je ne crois pas qu'on puisse accepter que 10 000 personnes violentes écrasent la participation d'environ 1,5 million de personnes à cette opération de grand débat. Donc bien sûr, les images sont terribles, mais difficile d'accepter que 2 mois de travail de fond, avec 10 000 réunions, avec toutes les contributions qu'on connaît sur la plateforme, etc., les cahiers, disparaissent parce qu'on a 10 000 personnes qui ont été très violentes sur les Champs-Élysées. Après, la question, est-ce que le grand débat sert à quelque chose? On aura la réponse quand on aura pris les décisions post-grand débat et fait les annonces qui vont avec. Pour l'instant, on est dans cette période intermédiaire dans laquelle les réunions sont terminées, les réunions locales sont terminées, les réunions avec des citoyens tirés au sort ont lieu encore ce week-end. Et ensuite, on rentre dans la phase de consolidation, puis de décision. Dans ce contexte, est-ce qu'il ne faudrait pas justement avancer les annonces pour reprendre la main
faire revivre à nouveau ce grand débat face aux violences dont vous reconnaissez qu'elles occupent et elles ont pris le dessus de l'actualité? Alors avec Sébastien Lecornu, on est en charge de l'animation sous le contrôle de 5 garants. On a beaucoup de contributions. Et ces contributions, il faut qu'on les traite. Quand je dis on, c'est pas Sébastien Lecornu et moi qui les traitons une par une. Ce sont toutes les équipes qu'on a mobilisées, les prestataires, à Opinionway d'un côté et puis un consortium autour de Roland Berger de l'autre. Ça n'est pas raisonnable de dire bon, bah, c'est pas grave, on fait pas le traitement de la donnée. Donc on ne restitue pas ce que les Français ont dit dans le grand débat. Mais on ne peut pas accélérer le traitement des données. On travaille avec ces équipes et les garants que nous avons encore vus mardi dernier pour un calendrier de restitution qui soit rapide mais solide. Et on doit aux Français, on s'est engagé à l'exhaustivité et à la transparence et on va aller au bout parce que c'est l'engagement qu'on a pris. Emmanuel Vargon, ces garants, ils ne sont pas trop tatillons d'ailleurs, parce qu'ils vous disent au ministre arrêtez d'intervenir dans les réunions et maintenant, semble-t-il, vous avez une consigne de ne plus parler dans les réunions. C'est bien exact? Pas tout à fait. Il y a eu beaucoup de ce qu'on appelle les réunions d'initiative locale, presque 10 000. Celles-là, elles sont terminées. Les dernières ont eu lieu le week-end du 15 mars à peu près. Et maintenant, on attend juste la remontée des comptes rendus. Il reste un dernier exercice démocratique qu'on n'a pas beaucoup vu le week-end dernier, et bien sûr, je le regrette, qui sont ces conférences régionales citoyennes avec des citoyens tirés au sort. Plus maintenant, hein. La semaine dernière, les garants ont souhaité que les ministres soient pas du tout présents dans le cadre de ces conférences régionales citoyennes, et nous avons respecté cette consigne parce que nous les écoutons. Finalement, la discussion que nous avons eue avec eux en début de semaine montre qu'on a aussi besoin de valoriser ces conférences, et donc il est possible pour les membres du gouvernement qui le souhaitent d'aller à celles qui auront lieu ce week-end. Pas pendant les débats. C'est ça. Que vous ne pouvez pas vous exprimer, mais vous pouvez accueillir les participants. De prendre part, mais d'aller rencontrer les participants, et moi je le ferai, j'irai à Strasbourg. Est-ce que vous avez écouté le débat hier à la télévision entre les chefs de parti? Un morceau, mais pas tout. Alors, le patron du Parti socialiste, Olivier Faure, propose de faire un ISF vert, c'est-à-dire de faire payer la transition écologique par les riches. Bonne ou mauvaise idée? Il y a deux idées dans son idée, en fait. Il faut plus d'argent pour la transition écologique, il faut investir dans la transition écologique. Ça, évidemment, je suis d'accord. La transition écologique, c'est un changement complet de mode de production, de mode de consommation, de mode de production d'énergie. Il y a un investissement massif à faire. Cet investissement, il doit être public et privé. Il faut que les entreprises y contribuent, il faut que les entreprises changent leur modèle de production, et évidemment, il faut aussi du soutien public, à la fois pour les infrastructures et aussi pour accompagner les ménages les plus modestes. Après, est-ce que c'est à travers un ISF ou pas? La question fiscale fascine tout le monde, mais en tout cas, ce que le gouvernement a dit, c'est on n'augmente pas la pression fiscale. Donc ce n'est pas une option que vous allez étudier? Pas d'augmentation globale de la pression fiscale. Après, il y a plein de sujets de fiscalité qui sont sur la table, je ne vais pas me prononcer maintenant, mais en tout cas, de plus d'argent pour investir, investissement direct, investissement indirect, oui, on en a besoin. Emmanuel Vargon, secrétaire d'État à la transition écologique, et notre invité politique ce matin dans Territoire d'Info. Nathalie Loiseau, la ministre des Affaires européennes, va quitter le gouvernement pour prendre la tête de la liste aux élections européennes pour la République en marche. On parle d'un remaniement donc en vue. Est-ce que ça vous intéresserait d'être porte-parole du gouvernement, comme on l'entend ici et là? Moi, je suis mobilisée sur le grand débat. Comme on en a parlé, c'est pas tout à fait fini. J'ai aussi beaucoup de dossiers auxquels je tiens au ministère de la Transition écologique. Des dossiers pas faciles, centrales à charbon, etc. Et donc, la formule habituelle, c'est je suis concentrée sur mes dossiers. D'accord. Mais vous êtes intéressé quand même? Ça vous intéresse? Nathalie Loiseau, c'est une bonne candidate? C'est elle qui sera tête de liste? C'est une excellente candidate. Elle est passionnée par l'Europe. Elle connaît très bien ces sujets. Elle a fait un trajet du plus technique vers le plus politique, ce qui est un trajet personnel intéressant. Donc ça y est, c'est validé, c'est elle qui incarnera... Vous me demandez si c'est une bonne candidate et je vous réponds c'est une excellente candidate. Pardon, après, je ne suis pas en charge des investitures à la République en marche, mais de ce que je comprends, c'est une candidature tout à fait positive. Je rebondis sur la question de Christelle, mais on a une décision, on a une probable tête de liste qui sera validée lundi par le bureau exécutif du parti. Le mode de désignation, est-ce qu'il n'est pas très ancien monde, pas transparent? C'est-à-dire, on a une négociation de coulisses, elle dit qu'elle est candidate, et lundi, le parti va valider un accord qui s'est fait en arrière-boutique. Moi, ça me paraît normal que ceux qui sont intéressés l'expriment. Donc elle a dit, je suis candidate, j'ai envie d'y aller.
Le parti n'a pas dit 30 secondes après, très bien, elle est investie. Mais il n'a aucune autonomie, le parti. C'est pas... Non, je crois pas. Je pense que le parti a examiné d'autres candidatures. La différence, c'est elle l'a dit publiquement, je suis candidate. D'une certaine manière, elle a pris un risque quand elle a dit je suis candidate. Je suis pas sûre que la décision ait été prise. La décision sera prise lundi, ou en tout cas annoncée lundi. Et je trouve que c'est bien qu'elle ait annoncé son intention. Alors, dans quelques minutes, ici au Sénat, le bureau du Sénat va se réunir pour décider s'il saisit ou non la justice dans le cas de l'affaire Benalla, et notamment à l'encontre de collaborateurs très proches du président de la République. Est-ce que ça vous choque ou pas que le Sénat poursuive des membres de l'Élysée ? C'est un sujet très important, donc je pense qu'on regardera tous avec beaucoup d'attention la décision du Sénat. Moi, j'ai entendu le président du Sénat dire « tout le droit, rien que le droit », et ça me va bien, moi, comme formule. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous sous-entendez ? Je ne sous-entends rien, je dis juste que on est dans un état de droit, que le Sénat applique le droit comme toutes les institutions, et que c'est à cette aune-là que cette décision doit être prise, mais je ne préjuge pas de la décision qui n'est pas rendue. Ça veut dire que cette démarche outrepasserait les droits du Sénat ? Non, ça veut juste dire que tout citoyen ou tout fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions doit faire connaître les faits à la justice si c'est nécessaire. Et qu'on est dans ce cadre-là, que je ne vois pas d'autre cadre dans lequel le Sénat s'exprimerait, et je me reconnais bien dans les propos du président du Sénat. C'est-à-dire que si Alexis Collère, le secrétaire général, c'est-à-dire le bras droit du président de la République, tout à l'heure est poursuivi par la justice, enfin la justice est saisie dans ce cas-là, ça vous paraît rentrer dans les cadres du droit ou pas ? On a du mal à comprendre votre position. Je ne vais pas anticiper sur une décision du Sénat, alors qu'on est en pleine séparation des pouvoirs, que je suis au gouvernement, membre de l'exécutif, face à un pouvoir législatif. Je dis juste que je souhaite que cette décision soit proportionnée et basée sur du droit. Je m'arrête là. Christelle Bertrand. De la même manière, lorsque le Sénat auditionne Christophe Castaner et Bruno Le Maire, est-ce que vous considérez là pour le coup qu'il exerce son droit et que ça permet de faire avancer le débat ? Là, on revient sur la gestion des violences sur les Champs-Élysées notamment. Oui, il me semble normal que le Sénat ou l'Assemblée nationale, d'ailleurs, auditionne des membres du gouvernement suite à ce qui se passe dans le pays. Donc ça, je ne vois pas de difficulté particulière. Alors, est-ce que vous pouvez nous éclairer sur un sujet qui concerne tous les Français, qui sont les retraites ? On n'a pas bien compris la position du gouvernement. Est-ce qu'il faut allonger la durée de travail ou pas ? Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce matin ? Je vais essayer en tout cas. On a deux exercices qui sont en cours sur les retraites et le grand âge qui en fait ne sont pas exactement les mêmes et pas dans le même temps. Le haut-commissaire aux retraites, Jean-Paul Delevoye, a été chargé d'une mission pour faire évoluer les régimes de retraite et aller vers un régime plus universel dans lequel, quel que soit votre régime de travail, la manière dont vous travaillez, la manière dont vous cotisez vous amène à une retraite comparable. C'est un chantier gigantesque. Dans ce chantier, il n'y a rien. Donc je le dis ici, je le redis clairement, il n'y a aucune décision de bouger l'âge de la retraite. L'âge de la retraite sera stable. Le mandat du haut-commissaire aux retraites, il l'a redit, n'est pas de travailler sur un éventuel changement de l'âge de la retraite. Donc la réforme des retraites, qui est en consultation depuis plusieurs mois maintenant, un peu plus même, et qui finira par aboutir, cette réforme des retraites, elle est dans ce cadre-là. Après, on a une deuxième question. Et c'est une question difficile, c'est une question qui a d'ailleurs surgi dans le grand débat et que le gouvernement n'a pas posée dans le grand débat. Elle est arrivée toute seule, qui est la question du financement de la dépendance et de la politique du gouvernement pour le grand âge. C'est aussi la question des moyens des EHPAD, des maisons de retraite, la question de savoir comment est-ce qu'on accompagne les personnes âgées dans ce pays. Pour cette question-là, si on veut investir plus dans le grand âge, si on veut créer le financement de la dépendance, il est légitime de se demander s'il faut travailler plus ou plus longtemps. Et c'est cette question-là qu'Agnès Buzyn a posée il y a quelques jours dans un média. Et c'est le point sur lequel le Premier ministre s'est exprimé, je crois, hier. Mais ce sont deux exercices à deux moments différents. Il y en a un qui est très cadré et qui ne comprend pas le changement de l'âge de la retraite, et l'autre qui est beaucoup plus ouvert, qui est au stade de la réflexion, et qui est aussi arrivé dans le grand débat, et pas par nous, par les Français.
Emmanuel Vargon, une autre idée a surgi ou a été remise plutôt sur la table ces derniers jours par la voix d'Elisabeth Borne qui a confié à certains de nos confrères que la taxe poids lourd, la vignette poids lourd pourrait être à nouveau discutée. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée ou pas? Je pense que c'est quand même un problème que les poids lourds qui traversent la France, en particulier les poids lourds qui ne sont pas des poids lourds français, ne contribuent pas du tout à l'entretien des routes. Alors même que ce sont les véhicules qui, par définition, sont les plus lourds, donc qui ont le plus d'impact sur le bon état des routes. Après, c'est un sujet délicat, puisqu'on a une expérience malheureuse collective sur ce sujet. Mais reposer la question, ça me paraît extrêmement légitime. Je ne crois pas qu'Elisabeth Borne ait proposé une solution à ce stade, mais dire que la question se pose et que du coup, peut-être qu'il faut trouver un mécanisme qui permette de répondre à ça, me paraît complètement légitime. Ça veut dire qu'une sorte d'écotaxe, nouvelle version, pourrait voir le jour, puisqu'actuellement, le Sénat est en train d'examiner à nouveau la loi sur les mobilités. Ce ne serait pas forcément une écotaxe, et de toute façon, si on avance dans cette idée, par définition, elle sera proposée aux législateurs, donc elle sera débattue. En tout cas, le gouvernement, ce qu'on comprend ce matin, ne l'exclut pas en tout cas. Oui, moi, il me semble que c'est plutôt une bonne idée. Mais que ce serait une taxe uniquement sur les poids lourds étrangers, sur tous les poids lourds? Je ne crois pas qu'on en soit au stade où on présente un dispositif détaillé. Je crois qu'elle a présenté l'ambition de la loi, qui est une loi avec une très belle ambition. Et dans cette présentation, elle a dit aussi, cette question, il faudra qu'on la traite un jour. Je pense que la caractéristique de ces deux sujets, finalement, c'est qu'on assume de dire, oui, ce sont des questions qu'il faudra traiter un jour. Madame Vargon, c'est une taxe en plus. Vous avez dit plus d'impôts qui augmentent. Ça dépend comment on l'a fait, ça dépend comment on l'applique, ça dépend quelle est la base, enfin ça dépend de beaucoup de choses. Vraiment, ça n'est pas configuré. Mais je crois qu'il faut qu'on assume de dire les problèmes qui avaient été mis sous le tapis dans les périodes précédentes, ce gouvernement essaye d'être courageux et de les affronter. Emmanuel Vargon, c'est le principe de cette émission. On va se rendre maintenant dans les territoires. On va commencer par Bordeaux. Vous savez, la côte aquitaine craint la pollution du Grande America. Et c'est Bastien Loquet de TV7, la chaîne du groupe Sud-Ouest, qui a une question pour vous à ce sujet. Bastien, on vous écoute. Bonjour, bien évidemment, tout le monde retient son souffle ici en Nouvelle-Aquitaine concernant les conséquences du naufrage du Grande America. Alors, la première question, c'est est-ce que vous avez des nouvelles concernant effectivement la possible pollution qui pourrait arriver sur les plages? Et au-delà de ça, comment un bateau comme le Grande America peut-il encore naviguer sur les mers? Et c'est aussi une question récurrente ici en région côtière. Où en est-on de la question pollueur-payeur? Bonjour, d'abord je comprends très bien l'inquiétude parce que ce naufrage est vraiment, comme à chaque fois, une catastrophe. Et avoir un bateau au large des côtes qui émet de la pollution et ne pas savoir quand cette pollution va arriver sur les côtes, avec quelle intensité, c'est dramatique à chaque fois. Deuxièmement, ce bateau... Deuxièmement, le ministère s'est vraiment beaucoup mobilisé sur ce sujet. François de Rugy y est allé très tôt, il est allé à Brest la semaine dernière. Il suit ça personnellement de très près. On a, je crois, 8 navires sur place qui sont mobilisés, des navires qui ne sont pas que français pour les opérations de pompage, pour voir ce qu'on peut récupérer. Et le bateau lui-même, en fait, c'est un bateau qui navigue depuis pas si longtemps, depuis une trentaine d'années, je crois, et qui a été très contrôlé. Il a eu 22 contrôles pendant toutes ces années de navigation, dont un contrôle qui a été fait en France et le reste des contrôles qui ont été faits en Europe. Donc, ça n'est pas un navire qu'on a laissé complètement à l'abandon et qui arrive là alors qu'il n'aurait jamais dû naviguer. Après, c'est un accident et la responsabilité de l'armateur va être engagée. C'est un armateur italien et on appliquera le principe pollueur-payeur avec toute la réglementation internationale qui va avec. Un mot, est-ce que vous avez des informations à nous donner ce matin sur justement l'état d'avancée ou non de ces nappes? Non, j'ai pas d'informations précises. Nos partenaires quotidiens régionaux, Télégramme et Ouest France, font leur une là-dessus ce matin. Il y a une vraie inquiétude, vous l'avez entendu de la part de Bastien Loquet. Quand et quoi arrivera sur nos côtes? Je n'ai pas d'informations précises, donc je ne vais pas pouvoir vous renseigner là-dessus. Merci Bastien Loquet, TV7, la chaîne du groupe Sud-Ouest, et merci Thierry Guillemot à Bordeaux d'avoir participé à cette émission. Marcelo Westfred. Sur un sujet connexe, il y a un rapport parlementaire de l'Office d'évaluation des choix scientifiques qui a évalué le coût
de la fin de la voiture thermique, un moteur thermique, et ça coûterait à l'État en 2040 38 milliards d'euros. En fait, la transition écologique va coûter beaucoup plus cher que ce qu'on peut imaginer. En fait, la transition écologique, c'est pas facile. Je suis désolée de le dire comme ça, mais c'est pas juste un truc anecdotique ou à la marge dans lequel on met juste plus de panneaux solaires et c'est super. La transition écologique, c'est la fin d'un monde de production et de consommation tel qu'on le connaît et la réinvention d'un monde différent dans lequel on produit, on consomme, on vit, on se déplace différemment. Et cette transformation, elle est massive et donc forcément, c'est difficile. Et c'est difficile en France, mais c'est difficile à l'échelle internationale. Après la fin de la voiture thermique, on a annoncé un objectif français qui est l'interdiction de la vente des véhicules essence ou diesel à l'horizon 2040. C'est une ambition et ça nécessite d'abord un énorme changement de la part des constructeurs automobiles. Les constructeurs automobiles sont engagés dans cette transition, développent beaucoup plus massivement l'électrique, l'hybride et puis d'autres modes de transport plus innovants tels que l'hydrogène. Mais la capacité de cette industrie à se réinventer complètement dans ce délai, bien sûr, c'est une question. Mais je ne pense pas qu'on puisse le chiffrer statiquement aujourd'hui, parce que ça dépend vraiment beaucoup de la transformation de l'offre et donc de la production. Emmanuel Vargon, avant d'en être à la voiture thermique, il y a un problème sur l'essence. On va rejoindre à Lille Guillaume Desplanques qui nous disait que les gens vont en Belgique s'approvisionner tellement le coût de l'essence augmente. Jean-Michel Laubry dirige cette chaîne WEO, c'est notre partenaire. Guillaume Desplanques pose une question à Emmanuel Vargon. Emmanuel Vargon, bonjour. Vous le savez, la hausse du prix à la pompe en octobre dernier avait déclenché, ou en tout cas c'était l'un des éléments déclencheurs du mouvement des Gilets jaunes. Or, après une accalmie fin 2018, vous le savez, eh bien, les prix à la pompe flambent à nouveau avec une forte augmentation depuis déjà plusieurs semaines. Une augmentation importante. Et c'est vrai, Cyril l'a dit, dans le nord, dans notre région, eh bien, ils sont nombreux à passer la frontière pour faire leur plein en Belgique, où l'essence est en moyenne 5 centimes moins cher du litre. Vous aviez déclaré dans le journal du dimanche, notre politique en matière de voitures est très simple. Plus de sécurité, moins de pollution, moins de changements climatiques. Alors, aussi louable soit-elle, cette politique est-elle compatible avec le pouvoir d'achat des Français? Si oui, comment? D'ailleurs, lors des réunions publiques, le refus d'une écologie punitive est souvent ressorti des comptes rendus du grand débat national dans notre région. Question concrète. D'abord, là, l'augmentation du prix de l'essence, elle n'a rien à voir avec la politique fiscale du gouvernement. On a entendu le message des Gilets jaunes de la période précédente. On a stoppé l'augmentation de la taxe carbone et on a dit clairement qu'elle ne reviendrait pas, à court terme. Jusqu'en 2020, après, on ne sait pas. Dites-nous. Elle ne reviendra pas tant qu'on n'aura pas créé un consensus très large autour d'une éventuelle augmentation, et le consensus, on ne l'a pas du tout aujourd'hui. Et donc elle ne reviendra pas en catimini, elle ne reviendra pas contre les Français, elle ne reviendra que si les conditions du consensus sont là. Et il me paraît très clair que les conditions du consensus sur la question, ne sont pas là. Je n'irai pas plus loin à ce stade, mais en tout cas, c'est vraiment notre philosophie. En attendant, l'essence continue à augmenter quand même. Vous avez entendu les gens de cette région qui vont en Belgique s'approvisionner le week-end? Oui, j'ai entendu. 5 centimes d'écart. Mais ça montre bien que notre sujet, c'est d'arriver à réduire le poids de la voiture, essence ou diesel, et des carburants dans le budget des ménages. Donc, en fait, on fait plusieurs choses. La première, c'est le chèque énergie. On a augmenté le chèque énergie assez significativement cette année, donc ça permet de payer sa consommation énergétique. Et la deuxième, c'est la prime à la conversion. On a amélioré la prime à la conversion. Mais le sujet, c'est vraiment de repenser un modèle dans lequel on a moins besoin de sa voiture. Et ce modèle, on ne l'a pas. Moi, je comprends très bien quand les Français disent « Vous ne pouvez pas, d'une certaine manière, sanctionner l'usage de la voiture alors qu'on n'a aucune alternative crédible à l'usage de la voiture telle qu'elle est aujourd'hui. Parce que l'électrique n'est pas assez autonome, parce que les voitures électriques sont encore chères, parce que l'urbanisme fait que les trajets domicile-travail sont longs, que pour aller faire les courses, il faut prendre sa voiture. Donc c'est tout ce modèle qu'il faut qu'on réinterroge ensemble. Et en attendant, on a compris le message sur la taxe carbone de la période précédente. La voiture électrique, Guillaume Desplanques, à Lille. Merci Guillaume Castel-Bertrand.
La voiture électrique, ça nous ramène au nucléaire, hein, puisqu'elle elle vient de cette source d'énergie. La semaine dernière, un tremblement de terre a eu lieu non loin de la centrale du Blayais, à Bordeaux. Nous y étions il y a quelques minutes. Un tremblement de magnitude 4,9, ce qui est assez important. Greenpeace prétend que l'aspect sécuritaire n'est pas transparent. En tous les cas, est-ce vrai? Est-ce que la centrale du Blayais est bien sécurisée de ce point de vue-là? En tout cas, si on n'a pas donné assez d'informations sur ce qui se passe, je pense qu'il faut qu'on soit transparent. Je pense que c'est vraiment une attente des Français. Donc, j'ai pas suivi ce point, mais la transparence, ça me paraît important. Mais après, surtout, nous, notre stratégie, c'est de réduire la place du nucléaire dans le mix français. Et c'est une stratégie qui n'était pas clairement assumée dans la période précédente. Moi, je suis en charge de l'accompagnement de la fermeture des 2 premiers réacteurs nucléaires en France. Fessenheim, on ferme en 2020. C'est pas facile d'ailleurs d'accompagner un territoire qui voit disparaître un outil industriel qu'il faut réinventer avec d'autres types d'activités économiques. On a posé sur la table la trajectoire électrique française jusqu'à 2035. On annonce 14 fermetures de réacteurs d'ici là, dont les 2 premières dès l'année prochaine. C'est tout ça qui se joue. Merci beaucoup. Emmanuel Vargon, secrétaire d'État à la transition écologique. Qui a pris les risques majeurs maintenant, qui étaient accolés à votre ministère il y a quelques années? Qui s'occupe des risques majeurs au sein du gouvernement? François de Rugy lui-même et Brune Poirson et moi en fonction des sujets. Merci beaucoup. On va regarder ensemble le Zap Matin de Christophe Combarieux, ce qui s'est passé hier soir dans les journaux télévisés, les émissions politiques et également dans les autres matinales d'infos chez nos confrères ce matin. Merci Marcelo Westfred, merci Christelle Bertrand du groupe La Dépêche du Midi. Merci. Le président de la République l'a indiqué ce matin, la mobilisation renforcée du dispositif Sentinelle pour sécuriser les points fixes et statiques conformément à la mission du dispositif Sentinelle. Jamais en France, je crois, l'armée a été utilisée pour des missions de maintien de l'ordre à l'intérieur du pays. Je crois que même De Gaulle, en 68, ne l'avait pas sollicité. Ce n'est pas la mission première et les militaires ne sont pas faits pour maintenir l'ordre. On envoie un message qui pour moi relève plus de la communication que de l'action. On est en train de présenter comme une idée scandaleusement révolutionnaire ce qui est dans toutes les gares, dans tous les aéroports. François Bayrou, je vous reconnais pas. Vous voilà Très maintenant bien. pour les militaires qui fassent le maintien de l'ordre. Oui, s'il le faut, avec ce qu'on a vu, avec des Et mois qu'est-ce qui se passe et après, des François? semaines Qu'est-ce qui se et passe? des Il mois. tire. Personne ne peut considérer que l'armée républicaine peut être dressée contre le peuple français, même s'il y a des casseurs. Quel symbole épouvantable! Je préfère que ce soit nos forces de l'ordre et nos militaires qui assurent la sécurité plutôt que les commerçants qui n'en peuvent plus et qui prennent les armes pour aller justement attaquer les assaillants. Vous savez, le moment qu'on vit, cette crise généralisée, c'est pas simplement quelques mesurettes qui vont permettre de sortir par le haut. C'est une injonction à changer de modèle. Et je pense que c'est salutaire. C'est-à-dire que plutôt que de considérer ce moment comme une menace, il faut le considérer comme une opportunité. Ce que demandent les Gilets jaunes est juste. Alors, le seul moyen, M. Guérini, et je l'ai dit au président de la République, il faut opérer une dissolution de l'Assemblée. Se poser la question de savoir s'il faut travailler plus longtemps pour que le fruit de ce travail plus long finance ces besoins considérables d'investissement et de prise en charge de la diminution du reste à charge est une question parfaitement valide. Je vois bien qu'Emmanuel Macron reviendra sur un de ses engagements de campagne, puisque je le rappelle, son engagement de campagne, c'était de ne pas repousser l'âge du départ à la retraite. Et visiblement, ils ont quand même ça en tête. La réforme des retraites, ce n'est pas ça son objectif. Son objectif, c'est que tout le monde ait la même retraite. Et après, il y a d'autres sujets, comment financer la dépendance et le grand âge. J'entends cette tarte à la crème sous tous les gouvernements depuis des années. Mais personne ne parle de la réalité. C'est que pour travailler plus longtemps, il faut encore avoir un boulot. Quand on se contente de verser le RSA, on ne fait pas ce qu'on doit faire. Et je me bats depuis longtemps pour qu'en contrepartie du RSA, on puisse demander des heures de travail. Bah tiens. Je crois que si on ne redonne pas plus la parole aux Français entre 2 élections présidentielles, alors on n'aura pas complètement répondu à leurs aspirations. Voilà, dans un instant, 3e partie de notre édition avec l'actualité parlementaire et territoire Sénat. À tout de suite.